Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un retour annoncé, espéré, celui du Portugal sur le marché de la dette à long terme. 3 ans durant, Lisbonne a appliqué studieusement la cure de rigueur imposée par ses créanciers. Les résultats sont là, en termes de déficit notamment, mais la vie quotidienne des Portugais s'est-elle améliorée? On fait le point dans un instant. Et puis il est devenu en quelques années le rendez-vous asiatique de l'automobile. Le salon de Pékin réunit le Gotha des constructeurs et c'est le haut de gamme européen qui connaît un essor spectaculaire. Pourquoi et quelles conséquences pour le marché et l'industrie mondiale? On en parle avec Tal Rechev, spécialiste de l'Asie. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, l'essentiel de l'actualité éco à l'international. Et c'est la Chine qui a animé une fois de plus les places financières en Asie. Grosses incertitudes autour de l'activité manufacturière chinoise. L'indice flash PMI fourni par Markit et HSBC indique un nouveau ralentissement de la production au mois d'avril. 48,3 contre 48 en mars, mais toujours en dessous de la barre des 50 qui sépare, on le sait, croissance et contraction. Et cette faiblesse se ressent également sur les cours du yuan à 6,24 $ ce matin. La monnaie chinoise touche son plus bas niveau depuis décembre 2012. Des bonnes nouvelles en zone euro, l'activité privée d'abord qui connaît en avril sa plus forte croissance en près de 3 ans avec en prime des créations de postes dans toute la région. L'indice PMI composite s'établit à 54 en première estimation et puis le déficit public de la zone a été ramené à 3% du PIB en 2013. C'est conforme au pacte de stabilité et de croissance. Beaucoup d'inégalités tout de même, on pense à la France et à l'Allemagne. Et puis déception en revanche pour la dette publique, elle passe de 90,7% du PIB en 2012 à 92,6% fin 2013, très loin de la limite à 60% fixée par Bruxelles. Et en France, c'est ce mercredi que le gouvernement a présenté ses prévisions budgétaires pour les 3 prochaines années. À retenir d'abord le déficit public qui devrait être ramené à 3% du PIB en 2015, 3,8% pour cette année. Et au programme, 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires. En parallèle, Bercy espère faire passer la dépense publique à 53,5% du PIB en 2017 contre 56,7% en 2014. La croissance est attendue à 1% cette année et 1,7% l'an prochain. Michel Sapin, ministre des Finances, a profité de l'occasion pour tacler le niveau trop élevé, selon lui, de l'euro. L'euro ne doit pas être notre excuse pour ne pas nous réformer. Rappelons-nous que nos premiers compétiteurs, ce sont des pays qui partagent l'euro avec nous. L'économie européenne, et la France en particulier, souffrent d'un niveau élevé, trop élevé de l'euro. On reparle de l'Ukraine alors que 600 soldats américains sont attendus en Europe de l'Est. Washington réitère son soutien envers Kiev avec l'annonce d'une aide symbolique, 50 millions de dollars, dont 11 millions pour aider au bon déroulement de la présidentielle dans un mois. Les États-Unis disent vouloir aussi réduire la dépendance de l'Ukraine aux livraisons de gaz russe. Des mesures d'aide à moyen et long terme doivent être annoncées prochainement en faveur du secteur énergétique ukrainien. Les États-Unis sont en faveur d'une Ukraine forte, unie, avec une relation paisible et productive avec l'Orient et l'Occident, avec la Russie et l'Europe. Oui, l'Ukraine, on le rappelle, qui reçoit la moitié de son gaz de la Russie. L'Ukraine par où transite 50 à 60% du gaz russe vendu à l'Europe. Un mot des cours du café. Ils sont au plus haut depuis 2 ans. À New York, les cours de l'Arabica ont déjà gagné près de 90% depuis le début de l'année. Au Brésil, le groupe suisse Volcafé a baissé de 18% sa prévision de récolte d'Arabica. Pour lui, la production mondiale ne suffira pas pour répondre à la demande. Enfin, en Israël, les chiffres du tourisme après une semaine de fête de Pessah. L'autorité des aéroports d'Israël estime qu'environ 1,2 million de passagers ont transité par l'aéroport international Ben Gurion, les deux sens compris. C'est une hausse de 25% en un an. De nombreuses compagnies aériennes ont dû augmenter leur capacité. Côté départ, les Israéliens ont privilégié les États-Unis, la France, la Russie, l'Italie ou encore la Turquie. Allez, gros plan sur un pays qui joue gros ces jours-ci. Il y a 3 ans, le naufrage n'était pas loin pour le Portugal. Une aide de 78 milliards d'euros et en échange, une cure d'austérité sous l'œil et la houlette de 3 créanciers exigeants, FMI, BCE et Commission européenne. Leur ultime examen cette semaine permettra de savoir si Lisbonne est apte à s'affranchir de cette tutelle. Mais cela change-t-il vraiment quelque chose pour les Portugais, toujours confrontés à un taux de chômage de 15%? Johanna Citruc fait le point en images. 3 ans après son sauvetage, le Portugal reçoit une dernière visite de la Troïka. Mardi,
Des membres de l'Union européenne, du FMI et de la Banque centrale européenne ont donc entamé un ultime examen du programme de rigueur opéré par Lisbonne. Et si les conclusions sont positives, le pays pourrait s'affranchir de la tutelle de ses créanciers. La plupart des indicateurs macroéconomiques sont en amélioration. Du côté des investissements, on a eu un dernier trimestre assez bon l'année dernière et on s'attend à de bons résultats pour le premier trimestre de cette année, avec une augmentation de la croissance. Certains prédisent même une valeur autour des 2%, donc c'est une amélioration. Plus d'investissements, plus de croissance et un déficit budgétaire qui a même dépassé les objectifs fixés. 4,9 au lieu de 5,5% du PIB pour 2013. Mais tous ne ressentent pas les bienfaits de l'austérité. Malgré une hausse de l'activité, le taux de chômage dépasse encore les 15%. La situation actuelle est terrible. Je suis sans emploi depuis 1 an et demi et je n'arrive pas à retrouver du travail. J'ai cotisé pendant 40 ans, j'ai 55 ans et je suis désespéré. C'est de pire en pire. La recette de la Troïka est très négative pour tout le monde, sauf une petite minorité. Alors que la réponse de la Troïka est attendue avant le 5 mai, il reste un dernier test crucial pour le Portugal. Son retour sur le marché de la dette à long terme. Le pays espère lever entre 500 et 750 millions d'euros dans les heures ou les jours à venir. Allez, on part à Pékin dans les coulisses du Salon mondial de l'automobile. Toyota a annoncé tout à l'heure avoir franchi la barre des 10 millions de véhicules vendus en un an. L'immense marché chinois pèse 10% des ventes du numéro 1 mondial qui subit la concurrence agressive des constructeurs européens et américains. Qu'on se le dise, ce sont eux qui attirent une clientèle chinoise qui consomme de plus en plus à l'occidental. Découverte avec Anthony Lesme. Rien n'arrête la croissance du secteur automobile en Chine. Pas même les restrictions de circulation pour endiguer la pollution. La demande augmente désormais dans les petites villes et les ménages adoptent de plus en plus une deuxième voiture. Conséquence, en 2013, 22 millions d'unités ont été vendues, soit une augmentation de 13% par rapport à 2012. Le marché est de plus en plus mature et au grand salon de l'automobile à Pékin, la tendance est au haut de gamme. Par rapport aux années précédentes, nous voyons que la croissance ralentit, mais je suis très optimiste quant au marché chinois, particulièrement à moyen et long terme. Ce marché va continuer à se développer, cela va nous donner un bon potentiel sur le marché haut de gamme. Fini les limousines noires, la Chine s'emballe pour les SUV, les voitures utilitaires sportives. Les 4x4 et autres compacts sportives sont donc de plus en plus présents sur le marché chinois. Principaux bénéficiaires, les constructeurs étrangers qui contrôlent désormais plus de 60% du marché. En 2013, des marques comme Audi ont progressé de 21% et Mercedes de 48%. Conduire un SUV est très pratique, on ne peut pas vivre sans. Depuis que j'ai commencé à conduire un SUV, je ne pense pas pouvoir conduire d'autres types de voitures. Peugeot s'est en revanche placé sur le marché intermédiaire. La marque française vient de lancer la nouvelle 408 Sedan et espère développer ses profits en Chine. Le groupe a vendu plus de 550 000 voitures en 2013, une progression de 26%. Je pense que les voitures Peugeot se sont bien adaptées au marché chinois ces 2 dernières années, surtout grâce à sa politique tarifaire. Ils ne sont pas dans la gamme de prix la plus élevée, mais pas non plus sur le secteur du bon marché. En 2014, les experts tablent sur une croissance de 8 à 10% du marché automobile en Chine. L'ex-empire du milieu est donc plus que jamais synonyme d'Eldorado pour les constructeurs étrangers. Voilà, 10% prévu de croissance pour le marché automobile chinois en 2014, contre 3% seulement pour l'ensemble du marché mondial. Donc les constructeurs disent merci à Pékin. Et avec nous aujourd'hui, Tal Reshef, notre spécialiste de l'Asie. Bienvenue à vous. Bonjour. Consultant en affaires. Alors au niveau de la demande, les Chinois sont intéressés de plus en plus par des véhicules à forte valeur ajoutée, des modèles haut de gamme. Est-ce que la voiture, c'est un peu le symbole du niveau de vie, des modes de consommation qui se rapprochent de plus en plus de ceux des Européens? Oui, absolument. En Chine, comme d'ailleurs
Et la voiture, c'est un symbole. La maison, c'est un symbole. Et celui qui a l'argent, il veut le montrer. Et en Chine, c'est peut-être même plus fort parce que là, il y a la culture plus sociale que dans l'Occident. M'as-tu vu là-bas, il est même plus important qu'en Europe. Donc, on pourra voir ça. Il y a d'autres facteurs chinois et aussi qui ont l'influence sur le design des voitures. Ce sont les distances qu'il faut passer en Chine et le problème de la pollution avec les mesures que le gouvernement prend contre ça. Tout ça aussi ont l'influence sur les modèles. Il y a un côté ostentatoire dans cette demande chinoise en tout cas. Absolument. Ouais. Absolument. Alors la demande chinoise, elle oblige aussi les constructeurs européens à revoir, à ajuster la conception des véhicules. Est-ce que finalement aujourd'hui c'est la Chine, l'Asie qui donne le là en matière de conception? Et ça commence. Pour l'instant, je ne suis pas... Même que le marché chinois, c'est le marché plus grand dans le monde aujourd'hui de voitures. Il y a plus de 24 millions de voitures qui ont été vendues l'année dernière en Chine. Mais je crois que c'est un peu trop tôt de dire qu'ils sont les leaders du goût de voitures dans le monde. Mais je crois que c'est pas trop loin. On approche ça. C'est la demande chinoise qui se rapproche plus de celle des Européens. Les véhicules sont conçus à la base pour les Européens, mais de plus en plus, finalement, la composante chinoise entre en ligne de compte. Absolument. Pour les constructeurs. Alors aujourd'hui, ce sont les constructeurs européens qui se frottent les mains en regardant ce marché chinois en plein essor, en pleine expansion. Est-ce que demain, ce ne seront pas les constructeurs chinois, finalement, qui vont se frotter les mains en regardant le marché européen qui est en train de se paupériser? On sait que le low cost, les citadines prennent de plus en plus de parts de marché en Europe. Absolument, c'est une bonne question parce que c'est ça qui s'est passé dans d'autres domaines d'industrie avant, y compris l'Internet. Qui est maintenant on est en vague de chinoises qui va conquérir des deux terrains et même américains, pas seulement européens. On a vu ça avec les produits électriques de la maison et avec des noms comme Huawei, comme Haier et Hisense. Maintenant, on va commencer à voir ça avec les voitures. C'est pas pour 2014, ça va prendre un peu plus de temps, mais oui, on approche au moment que la Chine, les producteurs de voitures, le marché européen. Ouais. Voilà, et le marché européen, américain, israélien et tout. Alors pour l'automobile, comment ça se passe au niveau de la balance commerciale en Chine? Est-ce que les importations sont toujours supérieures aux exportations ou c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué parce que le grand pourcentage de voitures, la grande majorité de voitures qui sont vendues en Chine sont produites en Chine, pas par compagnies chinoises, par compagnies étrangères, japonaises, européennes et américaines. Mais la grande partie des voitures ne sont pas importées et elles sont produites en Chine. Et les constructeurs chinois, est-ce qu'ils sont en train de rattraper leur retard technologique sur leurs concurrents européens? Ou bien on ne peut pas encore parler vraiment de concurrence à ce niveau-là? Mais oui. Ils sont en cette direction-là et ils font les efforts et ils produisent des modèles de plus en plus avancés et ils ont même acquis quelques compagnies européennes de voitures. Dongfeng, par exemple, qui a acquis des parts de Peugeot, peut-être aussi pour s'approprier de la technologie. Voilà, Dongfeng qui a acquis une partie de Peugeot et avant ça, Geely qui a acquis Volvo entièrement. Donc la technologie de Volvo depuis 5 ans est déjà en main chinoise. Merci Tal Richev pour toutes ces explications. Et on passe au Media Watch. Un Français à l'honneur pour cette revue de presse. On a déjà parlé ici de Thomas Piketty, économiste en vogue. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Alors son ouvrage 700 pages est devenu, c'est officiel, un best-seller. Oui, comme l'explique donc un article du Huffington Post, le livre qui se vend le mieux sur Amazon.com, donc aux États-Unis, ce n'est ni un bon polar ni un roman d'amour, mais un ouvrage donc de près de 700 pages sur le capitalisme et les inégalités économiques. Il s'agit en fait de la version anglaise du livre de l'économiste français Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Et c'est sa maison d'édition américaine qui doit être contente, c'est la Harvard University Press, puisque le livre est déjà en rupture de stock sur Amazon et que 25 000 nouvelles copies ont d'ores et déjà été commandées, 25 000 donc qui s'ajoutent aux 41 000 exemplaires qui se sont déjà écoulés depuis la traduction du livre en mars dernier. Une belle réussite. Alors de la littérature, on va passer au high-tech, avec sans doute l'appli du moment, un WhatsApp, la fameuse messagerie qui a dépassé la barre du demi-milliard d'utilisateurs. Oui, c'est pas pareil. Donc un demi-milliard, 500 millions d'utilisateurs pour WhatsApp, racheté donc par Facebook en début d'année pour 19 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, WhatsApp, c'est 700 millions de photos, 100 millions de vidéos échangées chaque jour, principalement donc grâce à une forte progression de l'application ces derniers mois dans des pays tels que le Brésil,
Brésil, l'Inde, le Mexique ou encore la Russie. Et Mark Zuckerberg, donc le PDG de Facebook et maintenant de WhatsApp, en est convaincu. Un jour, on atteindra le milliard d'utilisateurs. Ça ne saurait tarder. Puis on termine justement aux États-Unis où une entreprise propose de transformer de l'eau en alcool. Oui, c'est la société Lipsmark qui a mis au point pas alcool, donc de l'alcool en poudre. Il suffit donc d'ajouter un peu d'eau pour pouvoir obtenir un véritable cocktail, que ce soit un mojito, une margarita ou autre. On vous laisse donc prendre le cocktail de votre choix. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le Bureau des taxes et du commerce de l'alcool et du tabac a donné son feu vert pour la vente de ce produit aux États-Unis. Mais on l'a appris donc un petit peu plus récemment, lundi soir, cette autorisation aurait apparemment été donnée par erreur. Donc on va voir si ce bureau donc va pouvoir faire marche arrière et si il le fera. Ouais, une innovation à contrôler de prix en tout cas et à ne pas mettre entre toutes les mains. Merci Johanna. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bravo de le rappeler. Merci Johanna et à demain pour une nouvelle revue de presse. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous, l'info continue.